Qui contrôle les récits, contrôle l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui décrypte comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent le leadership et les rapports de force. Je suis Fadila Brahimi, j'accompagne les dirigeants et les organisations pour reprendre le contrôle de leur influence, anticiper les impacts de l'IA et construire un leadership fort, solide, face aux nouveaux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous explorons les transformations du pouvoir à l'ère des IA génératives, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions en direct. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce nouveau monde ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun débat et rejoignez-nous en live pour partager votre vision. Je vais vous présenter quand même les personnes qui vont m'accompagner. Il y a 2 personnes qui vont venir, Nikao et Grégory Maugon, mais qui ne sont pas encore arrivés, de l'équipe Réenchanter Internet. On a déjà Farid Arab qui est avec nous. Donc Réenchanter Internet, c'est tout un réseau d'experts, de pionniers du web avec qui nous avons écrit un ouvrage qui est Web 2.0, 15 ans déjà après 7 pistes pour réenchanter Internet. Et nous animons aussi des émissions. Et je vais vous mettre d'ailleurs le lien aussi de l'émission qu'on a déjà précédemment faite avec Quentin Adam, une super émission, Avons-nous la souveraineté que nous méritons. Mais tout de suite déjà, donc, je vais vous parler de Farid Arab qui est avec nous, entrepreneur, qui est également fondateur de la Founder Family, mais créateur d'écosystèmes d'innovation. Donc bonjour Farid. Bonjour Fadila, et enchanté d'être là à ces petits moments d'excellence qui nous permettent un peu d'échanger de manière à la fois formelle et informelle. Et c'est ça que je trouve sympa comme format, de pouvoir discuter de sujets qu'on ne peut plus trouver sur la place. Comme je disais la dernière fois, il est rare maintenant dans les endroits où on peut échanger et faire des débats d'idées. Donc très content d'être là. Eh ben, merci à toi, et je rappelle aussi que tu es fondateur de FoodFan, qui est aussi une application, donc tu seras donc évidemment bien placé également pour intervenir sur ce sujet. Il y a également dans l'équipe Réenchanter Internet, mais qui n'est pas encore dans les intervenants, Pierre Vallet, qui est le CEO de Réputation Age, qui est une agence de conseil dans gestion d'images dans l'espace public et qui interviendra peut-être tout à l'heure. Mais on va tout de suite. Bonjour Pierre. Salut, bonjour. Ravi de t'accueillir. Et merci à Quentin aussi de nous donner ce temps précieux. C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont vraiment très qualifiés comme lui et légitimes pour prendre la parole, à venir défendre une certaine forme de souveraineté. C'est très intéressant. Bah, Merci beaucoup de votre invitation. Eh ben oui, on va te présenter tout de suite, Quentin. Et donc, tu l'as compris, dans l'équipe Réenchanter Internet, on t'adore. On t'apprécie beaucoup, et aussi bien dans ta personnalité, mais aussi pour tous tes apports, parce qu'en plus, tu as un langage. C'est vrai que quand on te définit, on dit que tu as un franc-parler, juste, pertinent, mais surtout pas de langue de bois. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable. Alors, pour celles et ceux qui te... Ça y est, je suis tout rouge pour ceux qui n'ont pas la vidéo. On t'adore. Alors, Quentin, on rappelle juste à toutes celles et ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas, que tu es... et puis on a Nikao, notre sniper de service, qui est arrivé. Bonjour. Pardon. Bonjour. D'accord. Alors, j'étais en train de présenter Quentin, qui est PDG fondateur de Clever Cloud, président de l'Open Internet Project. Rapidement, Clever Cloud, on édite un service de plateforme, on va dire, comme service particulièrement, qui est basé en Europe. Vous aidez en fait au développement, à la production d'applications et de services numériques. Est-ce que si je donne cette définition... C'est une définition qui est très juste. En fait, vraiment, le travail de Clever Cloud, c'est de s'assurer de fournir aux développeurs les outils pour être efficaces et heureux, et surtout être capable de dire
eh bien, on va fournir un ensemble de produits et de services qui sont capables de dire aux développeurs il faut être capable de mettre à jour plus vite son application, il faut être capable de créer plus facilement ses applications, il faut être capable de prendre la révolution en fait industrielle de la prestation intellectuelle qui est en cours le plus vite possible et donc de gagner de la vélocité et de gagner de l'agilité en fait. C'est vraiment l'objectif de Clever et ça on le fournit soit dans notre cloud, soit dans le cloud des autres, soit on-premise chez les clients. Et c'est une boîte qui est très amusante à gérer au quotidien. Et on peut dire que c'est français. Et on peut dire que c'est totalement français, avec un actionnariat totalement français et une vision très européenne des choses. C'est-à-dire que la vie privée est pour nous quelque chose de très important et la définition et la façon de concevoir le logiciel qui est somme toute une machine-outil de l'esprit, est vraiment focalisée sur notre capacité à générer en permanence un outil européen de culture européenne pour l'ensemble du monde avec les valeurs des Lumières en fait qui sont le cœur de l'Europe en avant tout dans notre façon de concevoir les choses. Alors, français, mais avec un déploiement en Europe. Français avec un déploiement en Europe et dans le monde. On a des serveurs un peu partout dans le monde. On en a au Canada, on en a en Asie, on en a également. On est en train de créer des zones dans la plaque africaine également. Donc, on se déploie absolument partout avec cette vision qui est de dire que on n'est pas obligé d'être énorme pour être global. Très bien. Donc c'est pas la taille qui compte et c'est français. Écoute, c'est un bon résumé. Alors, j'accueille aussi Grégory Maubon qui va venir aussi nous rejoindre et toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Je rappelle que ce Twitter Space est enregistré, il sera donc disponible pendant 30 jours sur Twitter et dans tous les cas ensuite sur toutes les plateformes audio. Et que pour le moment, on ne fait pas trop intervenir du monde, sauf l'équipe Réenchanter Internet que vous voyez déjà en intervenant. Je voudrais quand même d'abord positionner un petit peu le débat. Je vais faire ma néophyte, mais je positionne comme ça nous permet quand même de cadrer un petit peu les conversations, dans le sens où, pourquoi on a invité Quentin aujourd'hui ? Parce qu'il a tout simplement publié une tribune, dans la tribune, justement, où il faisait donc intitulé La France doit créer une industrie logicielle forte pour établir sa balance commerciale. Et en résumé, dans cet article que je vais vous épingler, il fait un constat de la faiblesse de l'industrie logicielle française. 2, que malgré tout ça, il y a un potentiel économique et voire un avantage compétitif également pour la France. Mais pour cela, il y a des actions qui sont nécessaires et tout cela au bénéfice de la balance commerciale. Est-ce que j'ai bien résumé? Alors, j'ajouterais un truc. Vas-y. J'ajouterais un truc parce que tu dis que tu es néophyte. On peut dire que c'est un engagement citoyen alors, si tu es néophyte. De ma part? Un engagement citoyen avec un. Ah là là, c'est trop mignon. Mais vrai enjeu, c'est-à-dire que si on comprend bien quand même ce que présente Quentin, c'est au-delà. Il y a un parti pris sur. On parle il y a depuis peu de réindustrialiser la France, mais réindustrialiser le numérique français, c'est un sujet. C'est exactement l'enjeu, effectivement. C'est réindustrialiser le numérique français. Et je pense qu'on peut faire, de multiples points et travaux sur le sujet. En fait, mon point de départ a toujours été de se dire, on a un problème de balance commerciale. Donc, la balance commerciale, pour ceux qui ne le savent pas en thèse économique, c'est globalement la quantité d'argent qu'on importe, enfin de choses qu'on importe et qu'on achète à l'extérieur, versus la quantité d'argent qu'on exporte, donc les ventes qu'on fait à l'extérieur. De façon très très simpliste, mais pas totalement fausse non plus, globalement, si on dépense plus d'argent qu'on en gagne, on a un léger problème de déficit. Il se trouve que comme on est un État très 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 riche pour plein de raisons historiques, notamment le fait qu'on ait pillé d'autres États, ça tient pendant un moment, le fait de s'appauvrir, mais à un moment donné, on est en train de vendre les bijoux de famille, en clair, pour faire très simple. Beaucoup de gens pensent que la balance commerciale de la France est déficitaire depuis toujours. Ça, c'est la première idée que je bats en brèche. C'est pas vrai. La balance commerciale de la France n'est pas déficitaire depuis longtemps. Elle est déficitaire
depuis 2005 à peu près. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, elle est de se dire, est-ce que c'est un problème d'avoir une balance commerciale déficitaire ou non? Oui, c'est un problème parce que structurellement, ça veut dire qu'on s'appauvrit. Et donc s'appauvrir, ça pose plein de problèmes, notamment quand la question devient très simple, comme payer les retraites, les hôpitaux, les routes, les écoles. Un truc relativement simple comme ça, qui sont quand même des conforts relativement forts pour nous d'avoir accès à ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question de comment la redresser et surtout comment d'autres économies peuvent avoir une balance commerciale meilleure et notamment nette exportatrice, donc positive. Et moi, comme je bosse dans le numérique, je m'intéresse à l'économie numérique. Et du coup, l'une des questions qui se pose, c'est de dire pourquoi est-ce que l'économie numérique change? Et en fait, si on prend les boîtes les plus riches de 2005, vous avez du Johnson & Johnson, General Electric, Citigroup, General Motors, etc. et Microsoft. Et si vous prenez les boîtes les plus fortement valorisées de 2022, vous avez affaire à des boîtes qui sont Google, Amazon, Microsoft, Tesla, Apple. Tencent, Apple. En fait, vous avez les GAFAM et paumé au milieu du reste, vous avez Saudi Aramco qui fait le pétrole. Mais sinon, toutes les autres sont devenues des boîtes technologiques. Et la valeur cumulée des boîtes les plus riches, les plus valorisées du monde en 2022 est 8 fois supérieure à la même quantité de boîtes en 2005. Donc on se retrouve avec des boîtes qui sont devenues momentanément, beaucoup plus grosses que ce qu'était 2005. Et c'est 15 ans, c'est que dalle. On n'est pas en train de parler d'une révolution qui se fait il y a longtemps et machin. C'est un truc qui s'est fait en très peu de temps et qui est hyper massif. Et donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Et là, en fait, je renvoie à un économiste très intéressant qui s'appelle Turco du XVIIIe siècle, et à Marx sur un truc qui est ce qu'on appelle le rendement décroissant du capital. C'est-à-dire que, en fait, si tu as beaucoup d'argent, tu as un capital infini, et que tu installes des usines, en fait, tu arrives dans un endroit, tu prends les meilleures terres, tu vas avoir un rendement. Mais si tu continues à investir, tu vas prendre des terres moins bonnes, employer des gens un peu moins qualifiés, avoir des matières premières de moins bonne qualité, ton rendement va baisser. Si tu fais de l'investissement locatif, pareil, capital infini, tu arrives dans une ville, tu achètes les meilleurs appartements, tu les loues, puis tu commences à acheter des apparts de moins en moins bon rendement, ton rendement va baisser. Si tu fais de l'agriculture, tu achètes les meilleures terres, tu fais, avec les gens les plus compétents, tu fais un rendement agricole, puis tu vas te mettre à acheter des terres moins bien exposées, etc. Le rendement va diminuer. En fait, toute l'économie physique et manufacturière est ce qu'on appelle un rendement décroissant du capital. Or, dans le numérique, il n'y a pas de rendement décroissant du capital, il y a un rendement croissant du capital. C'est-à-dire que plus tu mets de l'argent, plus ça fait de l'argent. Si Microsoft vend une licence de plus d'Office, ça fait de l'argent, c'est tout. Et il n'y a pas de décroissance du revenu. Quand il y a plus d'utilisateurs sur Facebook, ça augmente la valorisation de Facebook. Ça ne la fait pas diminuer par utilisateur. Et donc, en fait, la valorisation de ces boîtes-là augmente. Et donc, on a un problème capitaliste global, qui est qu'en fait, on a un rendement croissant du capital. Et ça, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et donc, nous, en tant qu'économie, on a un problème, c'est que dans le CAC 40, il n'y a pas assez de boîtes du numérique pur. Et donc, notre CAC 40 ne progresse pas. Et c'est le deuxième schéma que je mets dans cette tribune, où on voit que l'augmentation du Nasdaq est exponentielle, et le CAC 40 fait un petit doublement sur 15 ans, au lieu de faire une exponentielle. Et donc, on a clairement un problème. Je vais me faire l'avocat du diable, si je peux me permettre. Le numérique, ta boîte s'appelle Clever Cloud. Alors d'abord, je pense que Pierre est un peu surpris de voir qu'il y a des patrons marxistes. Mais par ailleurs, ta boîte s'appelle Clever Cloud. Il n'y a pas de nuage, en fait. C'est toujours l'ordinateur de quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre, mais c'est un ordinateur. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a pas de hardware, il n'y a pas de software non plus. En revanche, peut-être que la proportion du software, on voit bien qu'il y a eu une guerre des talents pour trouver des devs. On n'est pas dans un truc où en France, on a voulu trop privilégier le service et pas la production hardware. Alors, c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que quand je dis le software, il y a plusieurs choses. Ce que tu dis sur le cloud est parfaitement vrai. C'est-à-dire que le cloud est l'ordinateur de quelqu'un.
Et ça, c'est quelque chose de massif et d'important. Et, et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est ça qui a été retenu par les gouvernants. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un, mais ce qui fait que le cloud gagne de l'argent, c'est pas le hard, c'est le soft. Et je vais apporter dans une seconde une toute petite nuance à ça. Mais si tu veux, si aujourd'hui tu utilises Google Docs, c'est pas parce qu'il y a des processeurs Intel E367, si tu veux, qu'ils le font tourner. C'est parce que le soft est bien foutu. Aujourd'hui, quand les gens achètent du Amazon Web Service, c'est pas pour les processeurs qu'il y a dedans. Tu ne sais même pas quel processeur t'achètes quand tu achètes une instance Et tu t'en fiches, comme tu dis, tu as bien raison. Oui. Donc, si tu veux, c'est vraiment le soft que tu achètes, tu vois. Et il se trouve que pour que le soft soit vendu, il te faut du hard. Mais le hard est une conséquence des deux. Là où je nuance un tout petit peu, c'est que pour faire du rendement financier sur du soft, parfois, tu crées du hard un peu spécifique. C'est ce qu'on fait, nous, avec Calray, mais c'est ce que Amazon a fait avec les DPU qui s'appellent Nitro, qui leur a permis de faire des énormes économies et donc un bien meilleur rendement au-dessus du hard. Mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, en fait, le hard devient de la propriété intellectuelle et devient, à ce moment-là, si tu veux, quasiment du soft, dans le sens où, si tu veux, ça reste, si tu veux, un modèle de consommation de propriété intellectuelle. C'est la magie de l'interface, c'est ça. Genre, tu achètes Amazon Web Services parce que tu te fiches de savoir ce qu'il y a à l'autre bout. Vu de ta fenêtre, l'expérience utilisateur est fluide et ça marche. Exactement. Tu payes du confort. Tu payes du confort, tu payes de la productivité, tu payes le fait de jamais te poser de questions et donc d'être capable de te focus sur ton business, ce qui au final est le truc le plus important en fait. Et ouais. Je te laisse terminer ta phrase. Et en fait, quand je dis il faut définir la capacité à faire du soft, en fait, si tu veux, ça peut être du soft embeddé dans du hard. Il n'empêche qu'à un moment donné, notre enjeu en tant que nation, dans le cas présent, c'est comment ce soft, on est capable de faire en sorte de gagner des parts de marché d'un truc qui se rentabilise tout seul. Parce qu'en fait, le soft, tu construis de la valeur dans le temps. Et ce que tu disais sur on a fait beaucoup d'industries de services, c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'on a énormément d'ingénieurs qui en fait bossent dans des industries de services et beaucoup de gens autour de la table sont dans des industries de services dans ce podcast. En fait, on sait tous que tous les mois, il faut aller remettre le cœur sur l'ouvrage et aller récupérer l'argent que tu feras le mois prochain. Parce que, en fait, dans le service, tu vends de la prestation de travail et tu ne capitalises pas, tu ne crées pas un investissement pérenne et durable qui, en fait, rapporte de l'argent automatiquement. Là où, quand tu es éditeur de logiciels, c'est beaucoup plus difficile de démarrer tes ventes. Hein. C'est très compliqué. Il faut réussir à progresser bout après bout. Et si tu veux, au début, quand tu vends Clevercloud, hein, tu démarres, les ventes chez nous démarrent à 5 euros par mois. Donc, quand tu lances le service et que tu as 2 clients, tu viens de gagner 10 euros dans le mois. Quoi. Donc, c'est un peu déprimant. Et donc, en fait, tu construis tes ventes. Par contre, tu construis de l'argent qui, en fait, devient patrimonial et se met à faire du rendement. Et en fait, c'est là que je pense en France, on a un problème. On a énormément de gens qui font du flux et pas assez de gens qui font du patrimoine dans la structuration de notre économie digitale. Si c'était bien ce à quoi tu faisais référence dans ta question. C'est-à-dire que tu nous dis, il ne faut pas faire que du hard, il faut à la tête dans le flux. C'est très cochon ce que tu nous racontes quand même. Hein. Bon, messieurs, juste un instant, parce qu'on peut avoir des personnes aujourd'hui qui comprennent le tout et puis d'autres un peu moins. D'accord ? On rappelle quand même que lorsqu'on parle de l'industrie du logiciel, on parle de toutes les activités qui permettent de concevoir, de développer, de distribuer et de faire également de la maintenance en fait de logiciels. C'est bien cela, toute l'industrie. Hein. C'est un large éventail. En quoi, Quentin, concrètement, si tu arrives à m'expliquer ce que tu nous as parlé tout à l'heure de la balance commerciale, aujourd'hui de la France, en quoi c'est cette industrie-là, en particulier, qui pourrait avoir un impact dans la balance commerciale. J'entends bien que tu n'as pas dit c'est exclusivement, hein, puisque tu défends évidemment ton secteur. Mais en quoi, aujourd'hui, ou alors à la limite, quelle est notre faiblesse particulière, nous, en France? Est-ce qu'on peut donner, par exemple, un exemple? On sait qu'aujourd'hui, on a juste à quelques géants. Voilà, on peut penser à nos géants français. Dassault, Atos, Sopra Steria,
LVMH, Tripero. Capgemini, etc. Mhm. De mémoire, et ça a été une des faiblesses de l'industrie française, on peut penser à Vinci, Lafarge et autres, c'est qu'ils dépendaient, Air Liquide et autres, ils dépendaient pas mal de la commande publique. C'est une intuition, mais Quentin a sans doute un avis différent. Non, j'ai pas un avis différent. C'est pas seulement la commande publique dans le cas présent, c'est que en fait on a un problème en France. En fait, on a un problème en France économique fondamental, si on veut mon avis, qui est que on regarde l'économie par le prisme du chômage. Et donc, la plupart de nos enjeux sont est-ce qu'on a des jobs pour les gens? Ce qui fait que quand un grand groupe va mal, la première chose qu'on fait, c'est sauver les jobs. Et tu te retrouves des fois avec des très grands groupes qui en fait ont une rentabilité, un rendement dégueulasse, mais qu'on a largement subventionné pour ne pas perdre les jobs. Le problème que ça présuppose, c'est que l'économie schlumpéterienne, donc l'idée de l'économie schlumpéterienne, c'est de dire que la destruction est créatrice, c'est-à-dire que des boîtes sont créées, grossissent, vivent et meurent. Et que, en fait, il faut savoir prendre les phases de croissance et de rendement et laisser tomber, en fait, les économies qui n'ont plus de sens parce que la technologie évolue, parce qu'il n'y a plus l'état d'esprit, parce que, etc. Enfin, le monde change, quoi. Et en fait, comme nous, on a tendance à perfuser ces groupes-là, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent pour investir massivement dans les petits. Surtout que, philosophiquement, chez nous, nos gouvernants, beaucoup, sont des gens qui n'aiment pas les petites boîtes. Et donc, par exemple, en France, tu te retrouves avec énormément de situations où tu as des petites boîtes qui, pour finir, font le boulot pour l'État ou des grands groupes, mais à travers le portage de grands groupes, par exemple Orange. Le problème, c'est que quand tu fais ça, la petite boîte en question, quand elle est portée commercialement comme ça par Orange, elle sacrifie une partie de sa marge à, par exemple, Orange. On va dire que je tape sur Orange, c'est pas nécessairement encore une fois, c'est un exemple. Sauf que comme elle sacrifie une partie de sa marge à Orange, au lieu d'avoir sa marge pour se déployer et se développer, en fait, elle est condamnée à rester petite sous Orange. Et pendant ce temps-là, Orange, qui du coup profite d'une rente de situation qui rend artificiellement cette boîte feignante, puisque en fait, elle n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais qu'elle est feignante, en fait, et qu'elle gagne de l'argent de situation, ne devient pas innovante et n'avance pas. Si on prend l'évaluation dans les années 2007-2008 de Deutsche Telekom et d'Orange, c'est la même taille de boîte, c'est la même valorisation. Aujourd'hui, tu mets 3 Orange dans un Deutsche Telekom. Parce que, alors qu'on avait une force monumentale, on avait une des boîtes qui avait du cuivre dans toute l'Afrique, on avait des réseaux partout, on crée en fait des situations de nos boîtes parce qu'on est focalisé sur les jobs, parce qu'on ne veut pas de vagues, parce qu'on n'accepte pas qu'à un moment l'économie est quand même un endroit un peu sauvage et que donc dans une économie schlumpéterienne, il faut de la destruction créatrice. Eh bien, on se retrouve avec des boîtes qui ont des rentes de situation, deviennent feignantes, ont un rendement qui baisse. Et donc, on se retrouve avec plein de boîtes qui, en fait, leur valorisation n'est pas folle. Et aujourd'hui, tu vires LVMH du CAC 40, ça va être compliqué de tirer vers le haut, quoi. En somme, on a aujourd'hui une dynamique qui n'est pas assez compétitive. Quand tu dis fainéante, finalement, elles sont pas non plus, on va dire, suffisamment affamées d'une certaine manière pour pouvoir aller pour se déployer, devenir plus grande. Et donc, avec une trop forte présence, finalement, du CAC 40, une sorte de mainmise. Oui, puis en fait, regarde les mouvements dans le CAC 40. Il n'y a pas de boîte qui entre et sort du CAC 40, c'est hyper rare. On ne fait pas de mouvement. Oui. On a une espèce de statu quo économique permanent de notre intelligentsia économique qui fait qu'en fait, on a du mal à faire évoluer les petits. C'est pour ça que je pense, moi, très personnellement, qu'il faut qu'on adopte en urgence en Europe une loi similaire à ce qui est fait aux États-Unis, qui est le Small Business Act. Alors justement, juste avant que tu ailles un petit peu plus loin, parce que ça va être super intéressant de voir avec toi, en fait, quelles sont les mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place. Je voudrais déjà saluer Soliman et Macrodar FM qui me rendent visite, que je salue parce que je vais très souvent dans leur Twitter Space Pulse Politique, donc je les remercie
de venir nous rendre visite. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que si vous souhaitez poser une question, il faudrait donc appuyer sur le micro tout en bas pour demander à devenir intervenant. Et si moi, j'ai tendance à laisser un petit peu le flot des échanges et des interactions, mais si vous vous sentez un petit peu lésé parce que vous n'arrivez pas en fait à intervenir, vous appuyez sur le petit cœur et vous levez la main pour dire, comme Soliman le fait actuellement, pour dire « moi, j'aimerais bien parler ». Soliman, je te donne la parole justement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous... Alors c'est vrai que souvent je fais plutôt des espèces politiques et très peu sur mon métier. Et Quentin, je me permets, je te tutoie. Je travaille, alors là c'est un space qui m'intéresse, parce que je travaille pour une legal tech américaine, assez importante, on est pas loin de 35 000 dans le monde entier, et je m'occupe de tout ce qui est intelligence artificielle dans le droit des affaires. Et il est vrai que l'industrie logicielle en France a tendance à souffrir, je travaille en France, sur Paris, pour la filiale, donc ça m'intéresse, j'interviendrai après coup parce que je viens de monter. Et quand on parle de logiciel, est-ce qu'on parle... J'ai bien compris, on parle quoi de on-premise, on parle du SaaS, on parle de la sécurité, on parle de quoi là aujourd'hui? C'est en général? Pour moi, c'est en général. En fait, après, le modèle de vente, il est celui que tu veux. Mais en fait, le truc, c'est que le logiciel au global, le gros intérêt, c'est que tu le dupliques et tu le revends sans aucun problème. Et ça va encore plus loin dans l'économie de la data. Parce que plus tu concentres de data, plus ta capacité à gérer plus de data et avoir une meilleure réponse plus accurate, parce que toi, tu as la data et personne d'autre ne l'a, est forte. Donc en fait, si tu veux, que ce soit l'économie du logiciel pur ou l'économie de la data, qui est en fait le step suivant dans le chemin, on se retrouve avec des boîtes qui, si tu veux, ont une capacité de scaling. Après, dans certains cas, il faut effectivement être en software as a service parce que c'est plus facile d'achat, c'est plus, etc. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles être en software as a service, mais je ne serais pas dogmatique parce que chaque marché a sa façon d'être. Tu vois, si tu vends du logiciel de gestion des armes, bon, à un moment donné, c'est logique que ce soit une premise. Par contre, si tu veux, chaque marché va avoir sa logique, mais il n'empêche que dupliquer le logiciel te coûtant rien, tu fais du rendement immédiat, si tu veux, financier. Et c'est comme ça que du coup, tu peux payer les retraites. Moi, je rappelle à chaque fois, mon objectif est je veux continuer à avoir des écoles et des hôpitaux. Enfin, Mais au niveau de la data, c'est intéressant d'en parler parce que tu vois, les gens oublient la force de ceux qui maîtrisent la data au niveau du soft maintenant, de plus en plus. Entre le contenant et le contenu, tu parlais d'Orange, Orange a perdu parce que ils n'ont pas pris, ils ont géré le contenant et sans gérer le contenu. Et aujourd'hui, c'est la data qui fait la différence. Je crois qu'on essaie, nous aussi, tous, là, d'avoir un regard, on va dire, quand on parle d'une industrie, c'est toutes ses composantes, en fait. Tout ça, c'est un tissu, c'est tissulaire. C'est-à-dire que si à un moment, il manque une branche, ça va commencer à pêcher. C'est bien ce que je comprends aussi de ce que dit Quentin. C'est que hard, soft, mais aussi différentes composantes. Par exemple, l'industrie logicielle, on va dire, de choses comme le traitement de la data... je sais pas moi, sur tout ce qui peut être les API, API, on va dire, interface du genre, quand on consulte la météo, en fait, il y a Météo France qui a filé l'accès à ces données, et il y a plein de gens qui vont consommer ces données pour afficher la météo, pour faire ceci, pour faire cela. Ça, c'est une couche, c'est pas la couche la plus passionnante, elle est même un peu chiante, les API, c'est des trucs intermédiaires. Ça va faire parler les machines pour aller choper de la data et la transformer en autre chose. Mais une API, ça peut être aussi ce qu'il y a dans l'application mobile que vous avez pour votre banque. Et donc, on consulte son solde, mais éventuellement, on peut contracter un prêt conso. Et derrière, il y a une assurance. Et l'assurance, tout ça, c'est de la data qui se parle. Donc, il y a la transmission des données, il y a la gestion, il y a l'interface logicielle du smartphone avec ce qu'on a fait. Il y a de la cybersécurité. C'est un tout, en fait, il me semble. Et je suis vraiment désolé. Et vous pensez quoi de l'évolution de l'open data au niveau français, de permettre d'avoir accès de manière gratuite à énormément de données? Il y a beaucoup de bouleversements d'entreprises qui se lancent là-dedans. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez une entreprise qui s'appelle Papers au niveau du droit en France, qui permet d'avoir accès à l'open data là où des entreprises faisaient payer cette donnée-là. Et maintenant, il est assez facile d'avoir accès à ce type de données. Il y a une vraie révolution au niveau de l'open data grâce à des API.
disons, des Alors, connecteurs. je ne sais pas si Quentin souhaite répondre à cette question. Et après, je vais revenir sur le débat. Oui. A changé complètement grâce à l'open data. Grégory souhaite intervenir, vas-y. Bonjour. Alors, c'est super intéressant cette notion de data. Je ne doute pas de l'importance de la data. Par contre, Quentin, j'aimerais aussi avoir ton avis sur toute la verticale. Est-ce qu'on peut vraiment maîtriser de la data si on ne maîtrise pas le soft? Est-ce qu'on peut vraiment maîtriser le soft si on ne maîtrise pas l'infrastructure? Est-ce qu'on peut réellement maîtriser l'infrastructure si on ne maîtrise pas les machines? C'est quoi les liens entre tout ça, et est-ce qu'il est illusoire ou pas illusoire de penser qu'on va se concentrer sur un bout du problème, qu'on va mettre de l'argent dedans et ça va faire nous les rois du monde? Alors, je pense que tu as parfaitement raison de poser cette question-là, et je vais essayer d'y répondre de façon le plus structurée possible. Quand tu dis est-ce qu'il y a quelque chose qui lie tout ça, oui, il y a quelque chose qui lie tout ça, que tout le monde a tendance à oublier alors que c'est obvious, et c'est la compétence. Souvenez-vous du démarrage de la pandémie où on se rend compte qu'on ne sait plus faire d'industrie. Pas qu'on n'a même pas les outils de production ni rien, qu'on ne sait pas faire. On ne sait plus bobiner un moteur. On ne sait plus faire certaines choses. Le problème de la désindustrialisation, le problème de louper complètement certaines choses, c'est qu'après, tu ne sais pas faire. Aujourd'hui, dans l'informatique et notamment sur le cloud computing, moi, le risque que je vois, c'est le fait qu'on abandonne la compétence de savoir faire du cloud. Et pour moi, c'est le sujet le plus important, en fait, qu'on ait dans le cas, qui est toujours garder la compétence. Après, quand tu demandes, est-ce que c'est illusoire de faire, de pas avoir toute la stack? Oui, complètement, tu as parfaitement raison. Pour une raison qui est très simple, moi, à chaque fois, on me dit, ah, on a loupé telle vague, mais c'est pas grave, on va se rattraper sur la vague suivante. Mais c'est pas des vagues, c'est une construction de chaîne industrielle globale. Comment est-ce que tu veux monter le penthouse de l'IA si tu n'as pas de fondation pour faire tenir un immeuble? Donc après le hard, penthouse. Bah bravo. Exactement. C'est vrai que je suis très tendancieux. Tu peux pas, en fait, pour moi, il faut reconstruire les fondations. Et aujourd'hui, quand on me dit, bah, c'est pas grave, on va tout mettre sur l'IA, mais on va entraîner toute l'IA au-dessus des Américains, c'est des non. Les Américains, ils peuvent entraîner l'IA parce qu'ils ont l'infrastructure en dessous, parce qu'ils ont les datas qui viennent des réseaux sociaux et donc les boîtes centrées sur la data. Quand je dis une boîte centrée sur la data, c'est pas qu'elle n'ait pas de software, mais si vous voulez, aujourd'hui, la valeur de Facebook, c'est pas le logiciel de Facebook, c'est ses utilisateurs et les données des utilisateurs. Le fait qu'elle ait un logiciel est presque une conséquence de cette opération-là. Mais elle a besoin du logiciel, elle a besoin de ce soutien pour gagner de l'argent. Et donc, aujourd'hui, pour faire de l'IA, il lui faut ces données-là, et elle peut entraîner l'IA parce qu'elle a ces données-là. Et donc, demain, elle aura l'intelligence artificielle qui est jamais que la machine-outil la plus perfectionnée actuellement pour remplacer des cerveaux humains, et donc faire du rendement sans humain. C'est quand même absolument important. Enfin, c'est pour ceux qui ont loupé l'histoire, si vous voulez, c'est l'histoire de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est le moteur arrive et on remplace des travailleurs humains qui ont des muscles par des moteurs. Parce que ça coûte moins cher, que ça bosse tout le temps et que ça fait la même chose sans se poser de questions. Puis le moteur est rarement syndiqué aussi. En fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. On remplace des cerveaux humains par du silicium. Alors, ça ne le fait pas pareil, etc., mais ça le fait de façon précise, cadencée, machin, et pour moins cher, et puis l'IA, elle n'est pas syndiquée, quoi. Et donc, en fait, on se retrouve dans cette révolution industrielle-là, et donc on a les mêmes enjeux, en fait, de scalabilité et de fortune. Et c'est pour ça que c'est très important ce qui est en train de se passer en ce moment, et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut investir, et il ne faut pas investir dans les grosses boîtes du passé, il faut investir dans nos pépites. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et quand tu dis, est-ce qu'on peut se taper l'illusion de croire qu'on n'aura aucun problème si on ne fait pas tout, mais tu as parfaitement raison, on a un énorme problème si on ne fait pas tout, parce qu'on a un problème de compétence, et parce qu'on a un problème de rendement et de marge sur l'ensemble de la stack. C'est pour ça qu'il faut faire l'ensemble de la stack, et qu'il faut le faire maintenant. Donc en fait, si je comprends bien, voilà, tout est relié, évidemment, c'est systémique, c'est un ensemble d'activités, de la conception au développement, distribution, etc. Et que notre faiblesse aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait que nous ne maîtrisons pas toute la chaîne de valeur, parce que dans la
certaines activités, il y a peut-être plus fort que nous aujourd'hui, on parlait de data notamment, mais aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire d'un point de vue technologique, mais on ne sait pas faire au niveau des compétences que tu disais. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que j'ai entendu dans ton explication. Si, c'est exactement ça le résumé. Le résumé est vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire l'économie de se poser la question de la vélocité. Parce que le temps qu'on a perdu, on doit le rattraper. On ne peut pas se permettre de dire, mais c'est pas grave, on va construire un immeuble sans fondation. Parce qu'en fait, on va pas faire de la peinture si on n'a pas fait les murs, quoi. Et donc, il faut qu'on rattrape tout à toute vitesse, ce qui n'est pas dérangeant. Et j'explique pourquoi c'est pas dérangeant tout de suite, parce qu'en général, quand les gens me disent ça, mais c'est un travail titanesque. Non, ce n'est pas dérangeant grâce à une autre loi qui est très intéressante, qui a été pondue par un mec qui s'appelle Ray Kurzweil, qui s'appelle The Law of Accelerating Return, la loi du retour accéléré du progrès. Qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que chaque progrès technologique amène le progrès technologique suivant d'un peu plus près. Autrement dit, quand tu découvres les rayons X, tu vas effectivement soigner des gens, Et etc. voilà, le X maintenant. Et surtout, tout à fait. Je les aurais tous fait. Il fait un space parallèle, Nikao. En fait, tu vas pouvoir envoyer des fusées, parce que tu peux radiographier des soudures, te rendre compte qu'elles sont bonnes, et donc mettre énormément de pression dans des tuyaux, et donc envoyer des fusées dans l'espace. Si tu envoies des fusées dans l'espace, tu es capable de mettre en place des satellites. Si tu mets des satellites, etc., etc., etc. Et donc tout progrès technologique rapproche les progrès technologiques suivants d'autant, et les découvertes scientifiques qui vont avec d'autant. Et c'est pour ça que là, on a l'impression d'une accélération technologique. C'est pas une impression. On a effectivement une accélération technologique monumentale liée à un progrès technologique continu. Et donc, oui. Pardon. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que je dis, c'est pas grave de devoir rattraper en fait une industrie, parce que quand tu rattrapes une industrie, tu les rattrapes avec les outils d'aujourd'hui. Je donne un exemple très, très con. À une époque, quand tu voulais faire de la 3D, il te fallait une horde d'électroniciens, écrire en langage machine ta 3D, c'était un cauchemar absolu pour faire une demi-minute de vidéo. Aujourd'hui, un seul mec avec une licence d'évaluation d'Unreal Engine te fait un truc beau à pleurer, parce que l'Unreal Engine est intégralement développé et que la connaissance pour le faire est là, et qu'il y a des fondations communes. Et comme maintenant on a l'open source, qui est en fait des fondations communes à toute l'humanité, on a énormément de technologies disponibles déjà. Et donc, refaire certaines choses est beaucoup plus court que ça ne l'était avant. Quand Google a été créé un moteur de recherche, ne serait-ce que créer un serveur web, c'était un boulot de titan. Aujourd'hui, personne d'entre vous, s'il essaye de lancer un business sur Internet, ne se dit il va falloir que je crée un serveur capable de répondre à du HTTP et donc de décoder du TCP/IP, machin. Tout ça, c'est des briques open source qui vont vous le faire. Vous vous posez zéro question, vous savez que c'est possible, vous n'avez pas tout ça à réinvestir dedans. C'est pour ça qu'on peut se permettre de rattraper les industries. Et c'est pour ça que quand je dis on va falloir tout faire en même temps, c'est un peu de boulot, faut foncer, c'est difficile, mais c'est jouable, c'est rationnel. C'est parce qu'on a rationnellement la possibilité de rattraper le retard, parce qu'en fait, The Law of Accelerating Return nous donne les capacités de le rattraper. C'était pour que tout le monde ne soit pas en dépression suite à ma déclaration de il faut rattraper les choses. Alors, juste avant qu'on passe aux mesures, est-ce que tu as, et donc je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que j'ai épinglé tout en haut, l'origine de ce space, c'est-à-dire ta tribune dans la tribune, où justement, tu dis que pour développer des initiatives que tu prônes plutôt que pour développer, il faudrait des initiatives comme un Small Business Act ou un Buy European Tech Act, d'accord? Je crois qu'il y a Grégory Maubon et Nikao qui souhaitaient faire une allusion à des cas concrets. Tu as parlé de pépites. Alors, je sais que tu as écrit une tribune dans la tribune. J'espère qu'il y aura des échos dans les échos. Tu parlais de pépites françaises. Criteo, par exemple, a été un temps. Le fondateur, je crois, où il y a chez eux une médaille Fields. Donc, c'est quand même des cadors en technique. Pourquoi ça n'a pas pris? Quels sont aujourd'hui, on ne va pas compter les morts ou les cadavres en devenir, mais quelles sont aujourd'hui les vraies pépites en France qui mériteraient du soutien? Alors,
Ça n'a pas pris. C'est une boîte qui génère pas mal de revenus. Ils vont pas si mal que ça. Ça reste un très beau succès, Criteo. Par contre, il est clair que Criteo aujourd'hui a un problème, c'est qu'il est dans un marché dominé en termes de concurrence par une entreprise qui s'appelle Google et au global par les GAFAM, qui se serrent très très bien les coudes. Je rappelle que Google apporte une part très 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 non négligeable du bénéfice d'Apple trimestriellement grâce au contrat de Google par défaut sur les Mac et sur les iPhones, et que Apple a été le premier à bloquer de dernière extrémité Criteo, et que Google, en se foutant éperdument de la gueule du consommateur, te vend une nouvelle vision de la privacy cookie-less, mais en se permettant de suivre via le navigateur Google Chrome la navigation des gens, se donne en fait un poids total dans un marché où en fait du coup tu as un poids complètement disproportionné de concurrence sur les deux, où tu offres un navigateur gratuit aux gens, tu t'en sers pour les espionner et tu dis à n'importe qui, eh ben, du coup vous ne pouvez plus faire d'espionnage pour faire de la pub. Donc c'est quand même un foutage de gueule qui est absolument manifeste. Et donc oui, aujourd'hui, Criteo est parfois en difficulté, il faut aller les aider, il faut aller les sauver parce que ça reste une belle boîte. Moi, je ne suis pas un grand fan de la pub dans l'absolu dans le marché, donc vous n'allez pas nécessairement m'entendre chanter les louanges de la pub pour toujours, mais ça reste un beau succès. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les pépites? Pour répondre à la deuxième partie de la question, mais quand on dit voilà, quels étaient les problèmes de Criteo, Criteo a un problème de concurrence déloyale de la part des entreprises du numérique américaines. Clairement, je suis prêt à affirmer ça 2000 fois. Quand tu dis quelles sont les pépites, il y en a plusieurs. Dans le cloud computing, on doit être 5 boîtes à tout péter. Ça me paraît pas très compliqué d'investir quelques dizaines de millions dans du logiciel là-dessus. Moi, je m'en fous, je continue, je double tous les ans sans investisseurs et sans aide. Donc voilà. Par contre, je pourrais quintupler. Aujourd'hui, moi, si on me donne 40 ingénieurs de plus, je sais comment faire. Ils vont pas jouer au bridge. Alors, donc ça, c'est la première réponse. Dans l'IA, on a des boîtes incroyables en France. On a des boîtes comme Buster, on a des boîtes comme Lighton, on a des boîtes comme Gladia, on a des boîtes qui étaient françaises, qu'on pourrait redevenir françaises comme Hugging Face, on a des super boîtes dans la high. Aujourd'hui, c'est des boîtes qui galèrent pour être financées. Et clairement, on aurait les possibilités d'avoir des investissements massifs. Le truc, c'est qu'on a du mal à investir dans des gens qui n'ont pas déjà prouvé en France. On a une vraie frilosité. Et le gouvernement actuel en a conscience. Les gens n'ont pas tellement vu ce qui se passait, mais c'est très important. Pendant Mi Vivatech, Jean-Noël Barrot a lancé un programme qui est « Je choisis la French Tech », qui est un ensemble de mesures plutôt bien construites, visant à ce que l'État et les grandes entreprises, soit d'État, soit privées françaises, achètent les produits des startups françaises. Pas leur fil des subs, achètent leurs produits. C'est la réflexion, c'est le résultat d'un long travail de discussion avec les instances gouvernementales et l'administration, qui est de dire, en fait, ce qu'il faut, c'est acheter nos produits. Et c'est les premières briques qui sont mises en œuvre, et c'est quelque part les prémices de ce qu'on pourrait mettre en œuvre avec un Small Business Act ou un Buy European Act, parce qu'en fait, c'est ça qu'on a besoin de créer. Et en fait, oui, on a plein de boîtes qui sont miraculeuses. C'est nous qui fournissons les ingénieurs de plein de boîtes dans la vallée. Vous avez regardé le nombre de Français sortis de Polytechnique dans la team dans la team qui a fait ChatGPT? Enfin, c'est monstrueux. C'est nous qui fournissons les ingénieurs, c'est nous qui payons leur formation avec nos impôts. Même les boîtes privées, vous vous rendez pas compte du pognon public en fait qu'il y a pour former nos ingénieurs. Et après, on les laisse partir faire du rendement financier pour les fonds de pension des fermiers de l'Arkansas. C'est quand même un peu stupide, alors qu'on pourrait juste continuer l'investissement un tout petit peu plus pour garder les capitaux français. Alors, c'est marrant, d'accord. Je fais ma petite timbale. Nous avons débattu là aujourd'hui sur le symptôme. Je rappelle que ce space est enregistré, que vous allez pouvoir le réécouter pendant 30 jours sur Twitter et qui sera ensuite disponible ce podcast. Et que si vous souhaitez intervenir, c'est avec un immense plaisir. Il vous suffit de demander à prendre la parole et puis de lever la main. On distribuera la parole à tous, évidemment.
Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas, parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont en écoute, vous pouvez aussi écrire en bas, vous avez une petite bulle, faire un petit commentaire et je transmettrai vos questions avec grand plaisir. Alors, passons maintenant aux mesures concrètes. Comment peut-on faire et tes propositions? Et pour introduire les mesures, je vais passer la parole à Grégory Maubon qui souhaite donner un cas concret afin de permettre, Quentin, de pouvoir nous déployer, nous expliciter qu'est-ce que tu penses qui serait bon aujourd'hui pour la France pour redynamiser l'industrie du logiciel. Grégory? Merci Fadila. Alors Quentin, j'adore ce que tu présentes, mais comme je suis un petit peu bas du front, j'ai du mal à me contenter de « il faut acheter aux entreprises françaises ». Alors imaginons un cas purement fictif où quelqu'un comme moi discute avec le responsable cloud d'un grand opérateur de mobilité français travaillant principalement sur le rail, qui a passé des accords pour mettre un service assez stratégique dans un grand opérateur du cloud plutôt américain, qui voisine entre la première et la première place des vendeurs de services. Qu'est-ce que je dois lui dire? C'est purement fictif, bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce que je dois lui dire pour le convaincre qu'il y a un intérêt à basculer sur des solutions soit françaises, soit européennes, même si peut-être ces solutions ne sont pas encore tout à fait au niveau, parce que comme tu l'as dit, c'est une question de confort. Les solutions américaines sont sympas quand même, elles ont beaucoup de fonctionnalités, mais on va en trouver d'autres en France, en Europe. Elles ne sont pas tout à fait au niveau, mais avec l'encouragement, l'argent de ce grand opérateur de mobilité, ce ne serait pas idiot de penser qu'on peut arriver, en gagnant-gagnant, à les mettre au niveau. Alors, je dois lui dire quoi pour le convaincre? Eh bien, écoute, tu poses la très bonne question. Pour moi, il faut jouer plusieurs cartes. Il faut jouer une carte qui est ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le plus gros problème que j'ai avec les gens du CAC 40 ou ce genre de gros opérateurs, c'est pas tant qu'ils essayent et qu'ils me disent il manque ça, on va pas vous acheter, c'est qu'ils essayent pas. C'est-à-dire que je pense que pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait une volonté de la part de cet opérateur-là de systématiquement tester les solutions françaises et leur faire un feedback en disant « nous n'allons pas acheter parce que ». Parce que ça, je pense que c'est quelque chose dont on a... C'est la méthode Florent Pagny, alors, si tu veux, mais ça devient de plus en plus cochon, votre truc. C'est la méthode Florent Pagny. Donc la première chose, c'est essayez et dites-leur pourquoi vous ne voulez pas acheter. Parce que moi, je ne peux pas créer le produit dont ils ont besoin s'ils ne m'expliquent pas ce qui leur manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire à ces gens-là, c'est un petit contrat avec cet grand opérateur de mobilité pour une petite boîte comme moi. Un petit contrat pour eux est en fait un gros contrat chez moi. Et ça nous permet de construire notre viabilité, ça nous permet de construire notre produit, ça nous permet de construire notre compréhension de leurs enjeux. Et donc, le petit contrat pourra devenir gros. Et c'est comme ça qu'on va construire petit à petit notre capacité en fait à les livrer. Donc ça, je pense que c'est le deuxième argument. Et le troisième argument, à moi, me semble extrêmement simple, c'est s'il y a une fonctionnalité que tu n'as pas, tu l'achètes. En fait, moi, comme toute entreprise économique, si je n'ai pas une fonctionnalité, des fois, c'est juste qu'il me manque un développeur. Et donc, il y a des tonnes de modèles économiques très simples pour me dire, moi, ce grand opérateur me dit, moi, dans 6 mois, j'ai besoin de telle fonctionnalité, est-ce que tu peux la livrer? Et là, soit je m'appuie sur des nouveaux recrutements, soit sur des boîtes de services, et je construis cette fonctionnalité en plus, et je m'engage à la livrer contre un paiement en avance, contre une avance sur frais, contre quelque chose comme ça. Et ça me paraît pertinent pour faire grossir les boîtes. Alors oui, ça demande de s'engager, ça demande de faire le pari qu'on va y arriver. Et effectivement, c'est quelque chose d'ambitieux. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement... Attention juste, Quentin, il y a de temps en temps, on t'entend pas. Je ne sais pas si c'est parce que tu bouges.
Ouais, en fait, en fait, je suis au Luxembourg et je suis au milieu d'un orage Non, tu fais de délictuel. l'optimisation fiscale, hein, arrête un peu, on le sait tous. Non, c'est Vox Luxembourg. En fait, je sors de scène où j'ai parlé d'un sujet très technique. Mais techniquement, tu nous dis, il faudrait pouvoir 2 secondes. essayer. Ouais, il a dit, ne pas mettre les mêmes œufs dans le panier. Je suis désolée, je fais un peu le récap. 2, accorder donc des petits contrats qui seront des gros contrats, évidemment, pour ces startups. 3, acheter des fonctionnalités. Tu en étais là. Oui, et je pense que ça, c'est un modèle qui est intéressant. Et 4, c'est recréer de la compétence en interne. Et je pense que ces boîtes-là, donc le gros opérateur de mobilité, ils ont aussi besoin de générer une compétence industrielle, de bien voir quelle est la chaîne industrielle du cloud computing. Et en fait, en travaillant avec des plus petits opérateurs comme nous, en fait, ils créent de la compétence. Et je pense que c'est ce pilier-là, au global, qui permet, c'est cette façon-là de travailler qui permet de faire la vente. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut un vrai engagement. Parce qu'effectivement, prendre le pari de dire, bon, on va faire ce truc-là et ça va marcher, ça va être cool, ben, effectivement, c'est un pari. De la part du décisionnaire, c'est plus un pari que de dire, on va acheter du Amazon. Mais par contre, qu'est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est pas un peu limité par tout ce qui peut être, tu sais, obligation liée au contrat public? Parce que cette idée de test, de faire des petits contrats, j'ai l'impression qu'on raisonne uniquement, et c'était pendant longtemps un défaut très français, sur les contrats cadres et les grands machins. Donc en gros, il faudrait revenir à des plus petits niveaux, mais plus fluides. Je pense, oui, qu'il faut faire des plus petits niveaux, plus fluides, et ne pas s'engouffrer dans des contrats qui t'empêchent de bouger. Et même en tant qu'entreprise, en fait, te retrouver bloqué par tes propres fournisseurs, c'est pas du tout souhaitable. Pour moi, il faut réussir à garder sa liberté et sa capacité à ne pas se faire enfermer. Parce que clairement, quand un fournisseur t'impose de ne plus travailler avec les autres fournisseurs, il te prépare une hausse des prix, une incapacité de compétence, enfin, il est en train de t'enfermer dans quelque chose de vraiment pas drôle, quoi. Dis-moi, est-ce que ce que tu es en train de dire finalement, c'est de dire aujourd'hui il ne faut pas être forcément dans une démarche de favoritisme pour le Made in France, mais d'avoir une forme de bienveillance, on va dire, dans le marché pour finalement quelque part autoriser les tests, donner des axes de progression, accompagner en fait la montée en puissance du Made in France dans le marché. Je ne sais pas si mon propos est clair là. Allô, Quentin? Ah, oui. Oui, excuse-moi. Non, je te disais ça parce que très souvent, moi j'entends, il faut favoriser, il faut acheter français, il faut absolument. Au-delà de ça, après, quand tu fais des comparaisons, tu dis bon bah moi je veux bien choisir les solutions françaises pour défendre le Made in France, mais en même temps, à côté de ça, j'ai des solutions qui ne sont pas françaises et qui répondent parfaitement bien à mon besoin et à un tarif qui correspond. Et toi, ce que tu dis, en tout cas, moi, j'entends pas cette idée de favoritisme, mais plutôt cette idée finalement de jouer en fait la carte du mentorat, quoi. Fadila, excuse-moi Quentin, je voulais aller un peu plus loin que Fadila. Moi, je suis une start-up aujourd'hui, comme l'a expliqué Fadila. Je suis Foodfan, on est en train de développer notre appli et on est dans une phase où on est en train de choisir quelle sera finalement la structure qui va accueillir notre startup. Est-ce que c'est Amazon Cloud? Est-ce que c'est du Azure? On avait regardé Clever Cloud, on regardait. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir une structure, par exemple, comme Amazon, qui va m'offrir jusqu'à 100 000 euros de cloud, mais qui va peut-être à la fin finalement me bloquer, me loquer, et plus je vais grandir, plus je vais en prison, ou aller dans une petite start-up française qui va peut-être même mieux m'accompagner, avoir peut-être plus de temps, mais est-ce qu'elle va avoir les conditions et les mêmes conditions à l'international? Et donc je me dis, est-ce que même l'offre française est connue des startups, ou en tout cas on a les mêmes équivalences?
Alors, l'offre n'est pas aussi connue. Par contre, tu vois, je vais répondre très concrètement à cette question-là. Le, en fait, la première chose à voir, c'est que les 100 000 euros offerts par Amazon, en fait, c'est de la monnaie de singe. En fait, c'est 100 000 euros qu'il faut consommer comme ça, comme ça, comme ça, avec plein de frais supplémentaires. En fait, tu te retrouves avec des cadeaux qui, genre, pour une valeur de 100 000 euros, mais ça n'est que 100 000 euros parce que tu as dit que c'était 100 000 euros. Tu vois ce que je voulais? C'est pas réellement 100 000 euros qu'il faut en faire. Et en fait, c'est un mensonge. C'est une manipulation, si on veut mon avis, sur la valeur réelle du cadeau. La deuxième chose, c'est que ce soit des entreprises comme OVH, Scaleway ou Clever Cloud, nous avons des programmes startup également. Notamment, nous, on a un programme qui n'est pas constitué comme les autres parce qu'on fait du gratuit au début, qui est de moins en moins gratuit pour éduquer les développeurs à faire du FinOps, parce que sinon, tu te retrouves avec des entreprises qui prennent le mur de leur financement à la fin de la gratuité et qui en fait se retrouvent avec des factures qu'elles ne savent pas surmonter. Et donc nous on essaie d'éduquer justement nos clients startup à avancer là-dessus. Et puis plus encore, la question elle est comment tu es le plus efficace? Je vais vous donner des chiffres pour que vous compreniez et c'est important parce que pour moi ça suit la logique. Moi, dans le cloud computing, tout le monde vient me voir en disant est-ce que vous faites la même chose qu'Amazon? Et moi, je réponds on ne fait pas la même chose qu'Amazon, on a un autre produit, parce que culturellement, on n'est pas Amazon et ce qu'on fait, c'est factuellement mieux. C'est un autre produit, je préfère mon produit à celui d'Amazon. Et du coup, si je vais, alors là, je ne vais pas parler d'Amazon, je vais parler d'Azure, un de mes très gros clients, c'est un client où il y a du Azure et il y a du Clever Cloud. Tout le monde s'attend à ce que le gros vendeur soit Azure et le petit Clever Cloud. La réalité, c'est que chez cet énorme client français, je fais 3 fois plus de chiffre d'affaires que Microsoft. Et pour gérer mon service, il y a une personne et demie. Pour gérer du Azure, il y en a 18. Nous, on fait un produit qui s'appelle le Clever Cloud, il est malin. Et donc, il fait gagner du temps aux gens. Et moi, je sais que mes clients, je leur fais gagner du temps et de la vélocité, et notamment des startups, non seulement je ne les enferme pas, non seulement je les éduque à leur coût, mais en plus, je sais qu'ils seront meilleurs à la fin. Par contre, j'ai pas une armée de mecs dans tous les incubateurs de France et de Navarre à dire je vous offre 100 000 euros, je vous offre 100 000 euros. Alors que la réalité, c'est que j'ai les mêmes conditions qu'Amazon là-dessus, c'est-à-dire que je dis je vous offre jusqu'à 100 000, parce qu'en fait, le truc d'Amazon, c'est ça, c'est je vous offre jusqu'à 100 000 sous telles conditions. Alors mes conditions ne sont pas exactement les mêmes qu'eux, mais je dis moi aussi, je vous offre jusqu'à, parce que moi aussi j'ai envie de faire grossir mes clients, de les faire nurture et qui grandissent chez moi. Mais fondamentalement aujourd'hui, en fait, l'offre française fournit également du gratuit aux startups. Par contre, on n'a pas la puissance marketing de ces gens-là. Mais tu sais, c'est comme quand je parle de lobbying. Les gens me disent en lobbying, des fois, vous faites quand même rouler dessus. Je vais vous donner les chiffres qui sont publics, parce que la Commission européenne a les chiffres publics du lobbying. À chaque fois que moi j'aligne un lobbyiste à l'OIP à Bruxelles, bah, chaque GAFAM m'en met 200. C'est ça les chiffres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aligne un mec, je prends par GAFAM 200 mecs en face. Et comment ça se fait que cet argument-là, il n'est pas suffisamment entendu? Pardonne-moi, mais c'est quand même assez... Moi, ça m'impressionne, là, ce que tu viens de me dire. Ah bah ça, comment te le dire C'est la puissance financière. C'est une puissance financière qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui. Et ouais, c'est ça. Et c'est peut-être la problématique, c'est que souvent, on compare les États-Unis à la France. Mais les États-Unis, c'est 50 États, quoi. Enfin, nous, il faudrait presque à chaque fois qu'on compare l'Europe aux États-Unis en termes de budget, mais eux, ils parlent d'une seule voix, et nous, à chaque fois, en Europe, on est plutôt sur un marché où on est intra-concurrentiel que l'inverse. Avec un marché d'investissement très bien structuré chez eux, et là, je vais dire quelque chose de hyper non populaire, mais je vais quand même le dire parce que je... C'est ça qu'on aime chez toi, de toute façon. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez des hedge funds, c'est-à-dire vous avez les fonds de pension qui concrètement contiennent les retraites des gens au futur, c'est la capitalisation. Et donc il y a des montagnes de trilliards de dollars qui sont disponibles en investissement, qui investissent globalement dans des matières premières, de la pierre et des conneries comme ça classiques. Et puis sur le tout petit duo, sur quelques millions, parce que quand tu gères des trilliards, la réalité c'est que quelques millions c'est des cacahuètes, qui fait de l'innovation. Comme nous on a un système de retraite par répartition, mais en fait on n'a pas
cet énorme paquet de pognon qui permet d'investir, on ne l'a pas. Et donc, du coup, par exemple, c'est con, mais on n'a pas de fonds d'investissement capable de rivaliser avec ces fonds-là quand ils veulent racheter une de nos boîtes. Juste, on n'a pas les poches assez profondes. Donc après, ça peut devenir un truc très philosophique de savoir s'il faut faire de la répartition, du capitalisation, etc. Mais d'un pur point de vue stratégique, dans un monde où tout le monde fait de la capitalisation, bah, quand tu es le seul système par répartition, tu n'as pas l'espèce d'énorme paquet de pognon qui te permet d'acheter les boîtes des autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas finalement dans un pays de grands groupes? Quand je vois l'Allemagne avec ses PME, moi, quand je vois Vivatech, il y a un ami saoudien qui est venu avec moi, qui a rigolé, il me dit, vous êtes le seul événement au monde des startups, vous avez des grands groupes au milieu et les petites startups autour. Il m'a dit, nous, habituellement, quand je fais des événements de startups, vous avez les startups qui viennent concurrencer. Il dit, vous avez des grands groupes français et tout autour, vous avez des petites startups qui sont quasiment de l'open innovation, qui sont presque même avalées. Est-ce que c'est pas le modèle français finalement? C'est-à-dire qu'on a des grands groupes qui sont ultra puissants. Quand on voit que les 2 personnes les plus riches au monde sont L'Oréal et LVMH, ce sont 2 Français. Donc financièrement, on a de l'argent en France. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une forme de classe aisée, une classe élitiste qui a le capital et qui fait qu'ils ne circulent pas et qu'on se retrouve, nous, aujourd'hui, à ne pas pouvoir avoir la possibilité d'avoir des PME parce que ça ne s'irrigue pas assez. Je pense que c'est effectivement un problème. D'où mes volontés de Small Business Act, d'où mes volontés d'essayer de relancer le modèle schumpeterien de la destruction créatrice, parce qu'il faut qu'on arrive à faire grossir nos petites boîtes, en fait. Mais la question, c'est comment aujourd'hui ces petites boîtes peuvent devenir des PME. Parce qu'on n'a pas de marché unique non plus. Alors bon, maintenant, le français a disparu, donc c'est vrai que c'est un marché anglais et anglophone aujourd'hui sur lequel les startups françaises vont. Mais moi, par exemple, qui est une startup française qui veut se lancer en France, je me pose même la question de me savoir si je me lance ici ou pas. Est-ce qu'il y a un marché suffisant? Est-ce que le marché européen est suffisant? Alors que le marché américain, à lui tout seul, c'est 300 millions de personnes. Oui. Oui. Oui, on a un problème de taille de marché, de taille du marché européen, mais la capacité à faire du marché européen quelque chose de plus en plus uniforme est réelle. Et donc je pense qu'on pourrait être surpris assez rapidement par la capacité du marché européen à être quelque chose d'extrêmement valorisable pour nos boîtes. Donc moi, je pense assez rapidement, le marché européen peut devenir une vraie force pour l'ensemble de nos boîtes. Mais du coup, alors, si on doit sauver le soldat industrie logicielle, est-ce que c'est à l'échelle France ou à l'échelle Europe qu'il faut faire? La capacité de la France à être un paquebot du logiciel de l'Europe est réelle. Parce qu'en Alors, fait, attention, parce qu'à l'heure où on est en train de chercher le Titanic, parler de paquebot, c'est... non, en fait, l'industrie logicielle est très forte en France. Donc on peut la relancer d'un point de vue français et également aller faire le doublé au niveau européen. Et c'est ce qu'essaye de faire Thierry Breton. Et pour moi, il faut faire les deux en même temps. Parce que l'Europe a des moyens colossaux et une fois que l'Europe est lancée, c'est incroyable. Par contre, il faut réussir à le lancer, que tout le monde se mette d'accord, et etc., etc. Et parfois, dans le fait, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'il faut réussir à mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que les choses se passent bien. Et donc, pour ça, oui, je pense que parfois, il faut partir d'un point de vue français et accumuler l'Europe derrière nous le plus vite possible. Est-ce qu'on ne perd pas beaucoup de temps du côté européen et on ferait mieux d'investir notre énergie du côté francophone? Je pense pas qu'on perde notre temps d'un point de vue européen, parce que sans l'Europe, je ne vois pas comment on s'en sort. Bon. Et puis je dirais même, ayant travaillé pour très longtemps pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, je dirais que la francophonie est morte. Quand tu vois que 100% des événements francophones aujourd'hui sont anglophones, même en France, quand tu vois que les plus gros espaces africains francophones ont arrêté d'être financés pour financer des structures américaines, des structures anglophones en Afrique, la francophonie aujourd'hui, à part le Québec qui y croit, il n'y a plus grand-chose. Excusez-moi, 2 secondes, petit message de service parce que je vois des messages passer.
Et donc, celles et ceux qui se posent des questions concernant le chat par écrit, je n'ai rien désactivé. J'autorise tout le monde à pouvoir parler. Tout en bas, vous avez une bulle. Actuellement, d'ailleurs, il y a le chiffre 2. C'est parce que moi-même, j'ai publié 2 messages en chat pour vous montrer que ça fonctionnait. Et si vous souhaitez intervenir oralement, à gauche, vous avez le bouton avec un micro qui doit être en gris où il y a marqué demande. Voilà, donc je suis libre. Je vous ai invité à parler et Nidouille, j'ai fait un petit test en vous citant dans le chat par écrit. Voilà, c'était tout. Je repasse la parole. J'avais une autre question. On dit qu'il faut sauver un soldat. Bon, donc si c'est la guerre. À une époque, on a eu un champion du numérique, Gilles Babinet. Est-ce qu'on a un général du numérique, quelqu'un qui porte fort la parole? Ou qui mobilise, qui motive, qui dope, qui arme, tout ce qu'on veut. Hein. Je vais être franc avec toi, on a mieux. Pendant longtemps, on avait des gens qui ne se connaissaient pas, qui gueulaient seuls dans leur coin, et beaucoup de solitude. Et ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, en fait, il y a une équipe. Il y a une équipe de gens, dont Gilles d'ailleurs en fait partie, dont des gens comme Jean-Paul Smet, Alexandre Zapolski. En fait, il y a une équipe aujourd'hui du numérique français qui sont des gens qui luttent tous pied à pied pour réussir à faire propager le numérique français et en faire un succès. Et ça marche. Ça marche et c'est mieux que tout. C'est qu'en fait, on se coordonne, on se connaît. Il y a des organisations comme Open Internet Project. Il y a au sein du MEDEF aussi des choses. Et du coup, voilà, les choses avancent dans le bon sens. Et c'est extrêmement valorisable. Aujourd'hui, on a mieux. On a des gens qui ont envie que ça marche. A priori, le micro marche quand même, hein, mais c'est juste qu'il n'y a plus de questions. Non, c'est que en même temps, moi, je répondais aux personnes qui pensaient que j'avais verrouillé le space. Alors, moi, j'ai pas d'autres questions. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, donc vous pouvez encore poser la question. Je voudrais revenir sur les points que tu as évoqués, Quentin. Tu nous as évoqué 4 points. C'était les 4 axes que tu proposais aujourd'hui pour redynamiser le marché de l'industrie du logiciel. Est-ce qu'il y avait d'autres mesures auxquelles tu pensais? Non, je pense que tu vois, j'ai essayé de dresser les choses. Moi, encore une fois, je suis très positif aujourd'hui parce que je vois que le sujet, en fait, ce qui avant n'était pas un sujet, est devenu un sujet. Et donc aujourd'hui, il y a des gens comme vous, il y a des gens également au gouvernement qui se posent la question. Et donc là où pendant longtemps la question n'existait pas et c'était on s'en fout, aujourd'hui c'est un sujet avec beaucoup de gens concernés et du coup une équipe qui se met en œuvre de gens qui ont envie de se battre pour que ça marche. Et donc je suis en fait très positif parce que j'ai l'impression qu'on est en train de gagner la première manche de la bataille, qui est en fait la bataille philosophique. Très bien. Question. Fadil, je voulais juste savoir, j'avais peut-être pas entendu, c'était quelle était la force en puissance là qui était. C'était un consortium, c'était une association. Quentin, tu disais qu'il y avait quelque chose qui était déjà en place plus qu'un général. Il y a un site web ou quelque chose pour rejoindre, comme dirait un ami, créer le surnombre. Alors, en fait, il n'y a pas une seule endroit, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on fait avec Open Internet Project, clairement, qui avance. Il y a ce que fait Euclidia également sur la partie cloud computing. Il y a une série de choses. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous manque, c'est effectivement une organisation ombrelle qui permettrait également à des individus et pas seulement des entreprises d'adhérer et de se coaliser pour faire progresser les choses. Et je suis preneur de comment il faudrait le faire. Mais clairement, aujourd'hui, il y a une vraie volonté et plutôt qu'un seul général, surtout, on a des équipes, on a des gens qui se connaissent et on a
une diversité en fait de profils et de points de vue qui mettent les choses dans le bon sens. Et clairement aujourd'hui, quand tu vois dans un cas, on va trouver des gens comme Arnaud Ponce, Gilles Babinet, qui vont lutter dans un bout. De l'autre côté, ça va être Alexandre Zapolsky qui va aller faire et défendre les bonnes choses. Et c'est pour ça que il y a eu des très bonnes annonces la semaine dernière. Dans un autre cas, ce sera Jean-Paul Smet qui fait le boulot. Mais en fait, tous ces gens-là se voient en fait quasiment toutes les semaines. Et en fait, le réseau de ces gens-là qui avancent dans le bon sens existe. Et il faut maintenant qu'on arrive à le reconnecter à quelque chose de plus grand, je suis d'accord avec vous, et qu'on arrive à réussir en fait, à dépasser les frontières de ce petit groupe. Mais là où avant, il n'y avait rien, maintenant, il y a un petit groupe informel qui existe et qui fait bien le boulot. La question, c'est comment on fait encore plus grossir ce groupe et qu'on le structure et qu'on arrive en fait à aller à l'étape suivante. Et je suis absolument persuadé qu'on peut y arriver. Et je pense que vous avez raison de poser cette question-là, elle est tout à fait pertinente. Alors, je vais vous proposer la chose suivante, c'est qu'on va mettre un terme à cet échange. On aura peut-être l'occasion de refaire des spaces sur des sujets, parce que je sais que Quentin prend la parole assez régulièrement. Et donc, j'ai trois choses à proposer. Un, c'est éventuellement un rapide tour de table pour savoir, en fait, avec quoi vous repartez dans notre échange. Question pour Nikao, Pierre Vallet, Farid Arabe et Grégory Maubon, puisque vous êtes intervenus. On laissera le dernier mot à Quentin Adam, et qui pourra aussi nous dire est-ce qu'il y a next, on va dire, est-ce qu'il y a une autre actualité qu'il voudrait mettre en avant, et puis reprendre les 4 points que j'ai notés aujourd'hui concernant justement comment faire grandir, et notamment cette compétence pour favoriser le développement, on va dire, du logiciel, de l'industrie logicielle française. Alors, rapide tour de table, Nikao, Pierre Vallet, Farid Arabe, Grégory Maubon, avec quoi vous repartez suite à cet échange? Que vous retenez de Moi, je repars avec de l'espoir, parce que tu dis, et c'est un phénomène que j'ai connu, moi, dans un pays qui m'est cher, qui s'est mis par exemple, à la 3G, et qui a déployé très vite, et qui effectivement est devenu beaucoup plus rapide sur les services mobiles à l'époque où c'était le sujet. C'est qu'en gros, si on s'y met bien, on peut rattraper. Le rattrapage, il est pas, on va pas reconstruire toutes les briques. On va pouvoir construire des trucs préassemblés plus vite. Et voilà, repartir avec un côté feel good du genre c'est à notre portée, c'est toujours bien. Merci. Eh ben, je vais te suivre sur à peu près le même feeling. Alors moi, je suis plus en accordéon, parce que j'aime bien écouter Quentin. J'ai vu plusieurs de tes interventions, donc c'est toujours très motivant. Bon, puis après, des fois, je vais revoir mes copains des grandes entreprises de mobilité et je retombe un peu. Je reviens en ayant un peu plus de peine à garder mon optimisme, mais globalement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a quand même une bonne dynamique qui se fait, et peut-être, là, je suis peut-être un peu plus optimiste. J'ai l'impression que la prise en compte des problématiques de compétences, comme tu dis, au niveau de l'infrastructure, au niveau des logiciels, au niveau des matériels, au niveau de tout l'univers numérique, est en train de devenir un sujet majeur au niveau européen. Donc ça me garde un peu d'espoir. Moi, de mon côté, j'ai noté l'importance de l'industrie logicielle. C'est surtout intéressant de voir qu'on a la possibilité d'avoir pu un peu me dire c'est ça l'état actuel de l'industrie aujourd'hui en France, et d'avoir comme outil Open Project, là je regardais, et de voir un petit peu, de suivre ce projet-là, et très content d'avoir ce côté optimiste. Moi je crois beaucoup à une communauté française sur l'open source. Je pense qu'il y a toujours eu un ADN français pour le partage sur le libre, et je pense que c'est pas mort en tout cas, que c'est même quelque chose qui grandit. Donc je suis très content de voir que cette communauté aujourd'hui elle est toujours là et elle pousse toujours vers un optimiste. Merci. Et moi je trouve que l'offre crée souvent la demande. Je pense que si on est aussi en retard sur ce sujet, c'est aussi parce que l'offre était pratiquement inexistante. Donc à l'heure où on parle vraiment quotidiennement de réindustrialisation,
de rattrapage sur les savoir-faire stratégiques, etc., etc., j'ai l'impression que la seule existence de l'offre peut vraiment booster la demande. Je vois pas ce qui peut nous conduire vers un concurrent étranger si on a la même chose en France. Donc effectivement, un certain optimisme également. Je partage votre optimisme, mais je m'interroge tout de même. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait, en dehors des mesures. Est-ce qu'il faudrait pas aussi, je sais pas, un événement majeur? Mais en même temps, j'ai le souvenir tout de même pendant la crise sanitaire où on s'est quand même tourné vers Microsoft. Et donc, avec une certaine fuite aussi de nos données. Donc je ne sais pas si l'intransigeance dont parle le ministre délégué chargé de la transition numérique, qui est Jean-Noël Barrot, récemment, concernant notamment TikTok, parce qu'il y a des commissions en cours. On en reparlera dans d'autres spaces. Si cette intransigeance, elle ira aussi jusqu'à avoir une politique volontariste et je dirais assez ferme pour qu'on encourage le Made in France. Quentin, je vais te donner le mot de la fin. Si tu veux bien nous reprendre tes 4 points où tu avais quand même axé en disant aujourd'hui, notre véritable problème, c'est que nous ne savons pas faire, mais tu avais quand même bien pointé en fait non pas une problématique d'infrastructure, mais problématique, on va dire, de compétences. Tu avais, si tu peux les reprendre très brièvement, comme ça on clôture là-dessus, puis si tu as une annonce à nous faire, you're welcome. Eh bien, écoutez, la première chose que je tiens à dire, c'est merci. Merci de vous intéresser à ce problème-là. Merci de vous préoccuper de cette problématique et merci d'en faire quelque chose de clé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme jamais avant, nous avons une opportunité qui est de le créer et de réussir notre principe économique, qui est d'avoir le digital au cœur de notre économie. Je pense que pendant longtemps, on ne l'a pas théorisé et donc on ne l'a pas mis en avant. Et donc je pense que c'était notre plus gros problème. Et aujourd'hui, je crois que c'est en train de se faire. Je pense qu'il fallait que des gens amènent de la théorie et à quelques-uns, on est en train de l'amener et je pense que ça se passe bien. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir de l'ambition, de redresser la tête, de savoir que c'est possible, de toujours se poser la question de est-ce que c'est possible et de se dire oui, de savoir que c'est clé parce qu'on a besoin des compétences. Et c'est avant tout les compétences et la capacité à faire. Et ensuite, de là, on peut tout faire. Et après, effectivement, il y a la réglementation, Small Business Act, la capacité à acheter français, mais surtout, il faut l'audace de tester. Il faut l'audace de se dire que c'est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous capables de le faire. Et c'est grâce à des gens comme vous que ça se fait. C'est grâce à cette vague de fonds qu'on est en train de créer qu'on se dit c'est possible et on va le faire. Et on est tous ravis et heureux de le faire. Voilà. Merci encore de votre attention pour vous. Merci à toi. Je note déjà un commentaire de Frédéric Alix qui nous dit que c'était super intéressant. On a eu quelques commentaires très positifs, donc notamment de Olivier Bazir aussi et de Lidouille. Merci à vous, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle que ce space sera disponible sur Twitter pendant une trentaine de jours, donc vous pouvez parfaitement le partager et même réagir ultérieurement. Nous sommes tous en copie et sinon au pire je transmettrai à Quentin les questions si elles viennent entre-temps, et puis également disponible sur mon podcast. Et sinon, pour toute l'équipe Réenchanter Internet, dont le pseudo est dans ma bio, avec Nikao, avec Pierre Vallet, Farid Arabe, enfin surtout avec Nikao et Pierre Vallet, on vous donne rendez-vous jeudi à midi, non pas pour un Twitter Space, mais pour un live en vidéo avec Alexandre Pachuski, où on va parler d'IA et de créativité. Et puis moi, je vous dis donc à très bientôt sur Twitter. Merci à tous.
Merci Quentin, merci Nkao, merci Pierre Vallet, merci Farid Arab, Soliman aussi qui est intervenu tout à l'heure et Grégory Maubon qui a dû nous quitter. Et donc je vous dis à très très bientôt, une belle journée. Je mets le générique de fin. Au revoir. Merci d'avoir écouté Fadi Live. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes audio préférées et sur YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les médias sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.